Adrien Raymond, 25 ans, donc je suis diplômé d'un master en intelligence économique à la Sorbonne et actuellement je poursuis un doctorat à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du laboratoire Prism où je me spécialise sur des sujets de social network analysis et de data visualisation pour des problématiques de société. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un sujet qui a fait la une de l'actualité et qui a passionné les Français en 2020. Il s'agit du sujet de la chloroquine qui a été sponsorisé et mis en avant par le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut IHU Méditerranée à Marseille. Alors, ce qui est assez intéressant quand on regarde la cartographie qui mélange deux mots-clés, donc chloroquine et hydroxychloroquine, c'est qu'on a un panel de l'ensemble des différents acteurs qui ont fait l'actualité sur le sujet. Donc on a d'un côté les organismes de régulation, je pense à l'OMS, la Federal Drug Administration, ou encore des hommes politiques comme on peut voir Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, Olivier Véran, mais également tout un panel d'acteurs privés qui ont beaucoup participé aux solutions pour lutter contre le Covid-19. Donc on a notamment Sanofi, qui était producteur de chloroquine, mais également toutes les solutions concurrentes, comme je pense aux solutions vaccinales comme AstraZeneca, le Pfizer, ou encore le grand concurrent à l'époque de la chloroquine, à savoir le Remdesivir, produit par l'entreprise tristement célèbre Gilead. Alors, quand on regarde la cartographie spécifique à Didier Raoult, on observe qu'il évolue dans un réseau. Alors, c'est un réseau sur lequel il est acteur volontaire et involontaire, puisqu'on voit beaucoup de tiers de confiance autour de lui, certains qui lui sont favorables et d'autres qui lui sont franchement défavorables. Et donc, le but de Didier Raoult dans cette cartographie, c'est de voir un petit peu comment il va communiquer, quel va être son environnement pour promouvoir sa solution. Donc, Didier Raoult, ici, va directement travailler avec des médias. Donc on peut voir ici clairement les différents médias sur lesquels il travaillait. Donc on a Libération, l'Express, l'Obs, auxquels il aurait pu donner des interviews, mais également une parole beaucoup plus directe avec des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et que toutes ces prises de parole, qu'elles soient faites par lui ou par des relais extérieurs, je pense notamment au professeur Perron qui l'a soutenu, il va essayer de parler directement aux décideurs, aux législateurs, donc dans le cas présent l'ancien ministre de la Santé Agnès Buzyn, le nouveau ministre de la Santé Olivier Véran, mais également Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui vont travailler à développer une autorisation spéciale ou non, d'autorisation de la chloroquine pour lutter de manière beaucoup plus poussée ou non contre le Covid-19. Donc c'est vraiment une vision complète de toute la polémique autour de Didier Raoult et de ses réseaux. Alors, dans un monde où l'information circule extrêmement rapidement, on peut passer d'un sujet franco-français à un sujet mondialisé très très rapidement. Donc quand on regarde la carte du globe, avec l'ensemble des pays qui se sont emparés de cette problématique, on a bien évidemment la France, mais également les États-Unis avec Donald Trump et le Brésil de Jair Bolsonaro. Or, tous les tiers de confiance ont un impact sur l'étude des sentiments et tous ne se valent pas. Alors quand on s'intéresse tout particulièrement à Jair Bolsonaro et qu'on regarde son étude de sentiments particulière, on peut voir qu'il a 45% d'opinions négatives sur le sujet de la chloroquine, ce qui fait qu'il n'a pas du tout emballé un public. Et 17% de positifs, c'est extrêmement maigre. A contrario, d'autres dirigeants mondiaux ont une opinion, ont pu apporter leur soutien à un moment donné à la chloroquine, et cet apport a pu être bénéfique. Alors on va prendre le cas d'Emmanuel Macron, qui lorsqu'il a pris position pour la chloroquine en 2020 et qui est allé visiter le professeur Raoult, ça a apporté une image beaucoup plus positive. Vous voyez, on est à 25% d'opinion positive sur la chloroquine quand Emmanuel Macron se positionne, et c'est quand même beaucoup plus intéressant à mettre en perspective avec les 29% d'opinions négatives et 45% de personnes qui ne se positionnent pas. Alors pour moi, cette analyse est extrêmement importante, puisque, comme je disais tout à l'heure, tous les tiers de confiance ne se valent pas. Et donc ça a un impact direct auprès d'une opinion publique qui est amenée à se positionner.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça a un impact auprès du décideur quand il va regarder l'opinion autour d'un sujet. Il va évidemment regarder la législation, il va regarder la norme, la qualité du produit, mais il va aussi regarder l'opinion publique. Et quand trop de tiers de confiance ont une opinion négative sur un sujet donné par leur sponsoring, ça va amener à une fragilisation d'un sujet. Et dans le cas de la chloroquine, c'est une démonstration qui est assez importante. Quand on regarde l'affaire du Lancet, qui a publié un article scientifique frauduleux, je crois que l'article était paru un mercredi ou un jeudi, et le vendredi, interdiction de la chloroquine. Il faut savoir qu'auparavant, la chloroquine était sous le feu des projecteurs, avec une opinion négative. Et donc, quand on fait un calcul d'homme politique sur un sujet de société comme ça, la décision peut être très vite tranchée, et on peut promouvoir la sécurité avant tout, et au détriment de la chloroquine. On peut retrouver donc directement les tiers de confiance sur la carte des États-Unis, toutes les personnes qui ont été impliquées. Donc là, on n'a plus du tout le même écosystème français ou brésilien. On retrouve par exemple aux États-Unis principalement Donald Trump, mais également toutes les institutions locales, donc avec notamment la Federal Drug Administration. On retrouve des hommes politiques, on retrouve des personnes qui sont à la tête d'ONG comme Melinda Gates, à la tête de la fondation Gates, donc on a un focus spécifique sur la question, et c'est assez intéressant parce qu'on peut se plonger du coup dans un écosystème complètement différent qui a ses propres façons de faire et ses propres mécanismes. Donc on peut voir que BlackRock a une relation très poussée avec un concurrent de la chloroquine. Donc, ça s'appelle l'entreprise Gilead, qui est un laboratoire américain qui a développé une solution qui s'appelle le Remdesivir. Donc, quand on clique sur le BlackRock, on voit l'ensemble de ce nez de connexion, notamment aux États-Unis, donc à travers des réseaux, mais à travers un fonds d'investissement. Donc, en direct, on a un ensemble de documents qui apparaît, qui nous permet de comprendre la relation, en tout cas publique, entre BlackRock, Gilead, sur l'affaire de la chloroquine. Donc, quand on regarde le sujet de la cartographie générale ou plus spécifique, on a une image à peu près complète et qui enlève tous les biais cognitifs de recherche ou de traitement de l'information qu'on peut avoir sur un sujet. Par exemple, franco-français, là on peut avoir une cartographie mondiale ou une cartographie très spécifique. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant de se plonger par une cartographie générale comme ça au début de l'exploration d'un sujet. Quand on a des biais cognitifs, quand on fait une recherche, on apporte tout son passé avec soi, tout son background, ses expériences personnelles, professionnelles et tous ses a priori. Et donc on va orienter instinctivement une partie de ces recherches sur des mots-clés, sur des résultats, sur des combinaisons de mots de recherche qui vont nous amener dans une région très spécifique. Or, quand on enlève ces biais cognitifs grâce à l'intelligence artificielle ou le programme de GeoTrend, on voit directement une image beaucoup plus large et avec des connexions qu'on n'aurait pas pu voir auparavant si on avait fait le choix de faire ces recherches par soi-même.